Je ne suis jamais senti aussi bête en lisant un livre, mais je pense que ça valait le coup. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je viens de tourner 30 minutes de rush et je ne suis pas satisfait du tout de ce que j'ai dit, donc je recommence tout. Bon alors aujourd'hui je vous parle d'un coup de cœur absolument énorme, je n'aurais jamais cru être aussi accro à un livre de science-fiction, mais il faut que je vous parle de Anathème de Neal Stephenson, publié chez Albin Michel Imaginaire. Alors Anathème, c'est un livre qui est sorti en 2008 aux États-Unis et qui ne sort qu'aujourd'hui chez nous parce que ça a été un casse-tête monumental à traduire et je comprends pourquoi maintenant que j'ai lu le premier tome. Il faut savoir qu'il est sorti donc en 2008, qu'il a essayé d'être sorti en France quelques années après parce que les éditions Brajlon ont voulu le traduire, mais face à la complexité de la tâche, le traducteur a abandonné tout son travail. Et finalement, il a été repris des années après par Albin Michel, qui a profité de la sortie de sa nouvelle collection Imaginaire pour relancer tout le travail sur Anathème, et ça y est, on l'a enfin en français. Alors il faut que je vous prévienne, mais Anathème, c'est vraiment une œuvre passionnante, mais extrêmement exigeante. Il faut savoir que je l'ai commencé en même temps de commencer ça de Stephen King, qui est juste ici, il me semble que vous voyez presque la jaquette. Et on m'avait prévenu que ça de Stephen King c'était un livre très exigeant et que ça allait pas être simple. Et en fait, le fait de lire en parallèle Anathème, ça m'a fait rire parce que ça de Stephen King est d'une simplicité enfantine face à ce pavé de la science-fiction. Alors Anathème, de quoi ça parle? Il faut que je vous dise d'avance que je vais vous en dire le moins possible sur l'histoire de Anathème, déjà parce que l'histoire est extrêmement complexe et que ça me prendrait des heures de vous la raconter. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mes premiers rushs et c'est pour ça que je refilme tout depuis le début. Et aussi parce que c'est très compliqué de vous parler de l'intrigue sans en dévoiler les éléments clés et que il faudrait surtout pas que je vous gâche le plaisir de les découvrir. Alors Anathème se passe dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. Ça se déroule sur une planète qui s'appelle Arbre et sur cette planète vivent des gens comme vous, comme nous, des gens qui ont accès au même genre de technologie que les nôtres. Leur civilisation ressemble beaucoup à la nôtre à l'heure actuelle. Les gens ont des téléphones portables, ils regardent la télé, ils ont des GPS, ils ont des voitures, bref, ça ressemble vraiment à chez nous. À l'exception que leur vocabulaire est totalement différent du nôtre, à savoir qu'un téléphone portable s'appelle un brelot, une télévision s'appelle une visio, un GPS s'appelle... j'ai oublié... Et donc, cette population qui vit un peu comme nous, on les appelle les séculiers. Voilà, c'est les gens comme vous, comme nous, on est des séculiers. Et il faut savoir que dans les personnages principaux, il n'y a pas de séculiers, parce qu'en fait, on va suivre les aventures de Fra Erasmas. Fra Erasmas, c'est un moine qui vit totalement en autarcie de la société, parce qu'en fait, dans le monde de Anathème, la science s'est élevée au rang de religion. C'est-à-dire que la science recèle des pouvoirs tellement fondamentaux et des connaissances tellement importantes pour comprendre comment le monde fonctionne, comment la vie se développe. Enfin bref, la science est vraiment vue comme la clé de toute l'histoire de l'humanité, et c'est vrai, qu'elle est devenue vraiment quelque chose de presque religieux, et donc les gens qui étudient la science, on va dire les scientifiques, vivent reclus, en autarcie complète de la société, dans des consentes, des genres de monastères en fait, qui sont totalement fermés au monde extérieur, au monde séculier. Et ces monastères en fait sont divisés en plusieurs autres monastères à l'intérieur. Et en fait, chacun de ces monastères a une porte qui ne s'ouvre qu'une fois par cycle. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un monastère, c'est parce que sa porte a été ouverte et vous devrez attendre le prochain cycle pour pouvoir retraverser la porte, donc pour sortir. Et donc il y a des monastères qui s'ouvrent au monde séculier une fois par an, des autres qui s'ouvrent une fois tous les 10 ans, d'autres une fois tous les 100 ans, et d'autres une fois tous les 1000 ans. Ce qui veut dire que par exemple, demain, la porte du monastère des 1000 ans s'ouvre, si j'y rentre, je sais que je ne pourrai pas en ressortir avant 1000 ans. Donc, en gros, que je vais terminer ma vie là-bas. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même incroyable de se dire je vais rentrer dans un endroit pour étudier la science, pour être scientifique, et je n'aurai plus jamais aucun contact avec le monde extérieur. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de couper tout contact avec la société? Eh bien c'est justement pour se préserver de tous les conflits politiques, de toutes les guerres qu'il peuvent y avoir, et donc qui pourraient détruire toutes les connaissances que l'humanité a réussi à acquérir. Et puis c'est aussi une très très bonne manière d'étudier le monde extérieur. Parce que imaginez que demain, vous quittez le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui et que vous ne revenez que dans 10 ans, le monde aura tellement changé que vous aurez un regard
tellement extérieur, tellement en dehors de la société que vous ne serez pas influencé par tous les courants de pensée qui ont traversé cette société pendant 10 ans, 100 ans, voire 1000 ans. Et donc vous aurez beaucoup plus d'outils pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elle a pu se transformer et comment est-ce qu'elle a pu se développer. Alors j'espère que vous me suivez parce que je sais que c'est pas facile du tout à comprendre, mais je fais de mon mieux. Et donc l'histoire débute avec Fra Erasmas. Alors oui, parce que les gens qui vivent dans ces monastères sont des fras et des sœurs. Comprenez donc des frères et des sœurs, au sens religieux du terme, hein. Genre c'est pas une méga fratrie qui vit là-bas. Et donc l'histoire commence où Fra Erasmas, qui vit dans son monastère depuis 10 ans, voit enfin les portes s'ouvrir, et elles s'ouvrent pour 10 jours. Ce qui fait que là, pendant 10 jours, il va pouvoir sortir de la Consente, de Saint-Hédard, donc c'est le nom du monastère où il vit, et parcourir le monde séculier, découvrir les gens, discuter avec eux, et ensuite décider de rester dans le monde séculier et donc abandonner toutes ses recherches scientifiques et redevenir quelqu'un de normal, ou alors retourner dans sa consente pour 10 ans, réétudier et attendre 10 ans pour en ressortir. Sauf que, au moment où il va sortir, il va rencontrer des gens, il va faire quelques découvertes, et au moment où il va re-rentrer dans sa consente, dans Saint-Hédard, et que les portes vont se refermer, il va se rendre compte qu'il y a 2-3 choses qui ne collent pas vraiment avec ses idéologies et avec ce qu'il pensait savoir du monde. À partir de là, il va se rendre compte que le monastère de Saint-Hédard essaye de leur cacher des choses très importantes dont je ne peux pas trop vous parler, des choses qui concernent le ciel et le monde en lui-même, et quelque chose qui se trouve dans le ciel qui pourrait probablement être dangereux et que le monde essaye de leur cacher, et ils vont essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on essaye de leur cacher ça. Et à partir de là, il va y avoir un genre de théorie du complot qui va se mettre en place, et on va suivre Fra Erasmas qui va essayer d'ouvrir les yeux et de se dire que le monde séculier est influencé par la politique et par la société, mais que eux-mêmes qui essayent de se mettre en autarcie du monde sont dans tous les cas influencés par une discipline, par leurs supérieurs qui font qu'ils doivent se comporter de telle manière, et au final il va se rendre compte que qu'il soit séculier ou moine, on va dire, eh ben, il n'est pas libre en fait, et ça va vraiment être une quête de liberté et une quête de vérité pour savoir quelle est cette chose qu'on essaie de lui cacher, et pour essayer de comprendre le monde qui l'entoure en fait. Alors ça c'est tout ce que je peux vous dire sur l'histoire, parce que sinon je vais vous dévoiler des éléments clés, des éléments incroyables dont j'ai extrêmement envie de vous parler, mais ça serait pas cool de ma part, donc je ne vais rien vous dire. Maintenant il faut que je vous mette en garde, parce que Anathème, bien qu'il soit passionnant, c'est certainement le livre le plus exigeant que j'ai jamais eu à lire de toute ma vie. Et en le lisant, j'ai compris pourquoi est-ce que ça avait été aussi compliqué de le traduire. En fait, il faut savoir que dans Anathème, on nous parle énormément de linguistique. Alors certes, le sujet est pas très sexy quand je vous en parle comme ça, mais c'est vraiment un livre qui parle de la langue, de l'évolution de la langue, et comment est-ce que la langue et la linguistique peuvent forger et créer une société, et nous indiquer de manière implicite comment se conduire en fait. En gros, on découvre vraiment dans ce livre que le langage et notre manière de parler, c'est vraiment une part inhérente à notre culture et à notre manière de nous comporter, à notre manière de penser, et à quel point on est dépendant de cet outil qui est la langue et le parler. Dans Anathème, on nous parle beaucoup de mathématiques, de géométrie, de philosophie, de linguistique, et c'est vrai qu'à première vue, c'est pas des thèmes très sexy et très passionnants. Mais détrompez-vous, parce que Neal Stephenson, il a un talent de conteur, il arrive à mettre en place des éléments incroyables, des éléments qui font que pendant des centaines de pages, on va rien comprendre au livre, on va rien comprendre à l'intrigue. Et ça c'est véridique. Les 200 premières pages de ce livre ont été extrêmement compliquées à lire, parce que je ne cessais de reposer le livre en me disant oh, mais je suis con. Genre, je suis vraiment con, je comprends rien. C'est certainement parce que je lis très très peu de science-fiction et donc que j'ai pas la culture nécessaire pour comprendre ce que Stephenson essaye de me dire. Mais en fait, c'est faux. C'est juste que Stephenson prend un malin plaisir à nous torturer, à ne pas nous donner de clés pour qu'on comprenne l'univers. Et c'est vraiment un livre qui est exigeant et qui va vous demander de vous plonger dedans et de faire confiance à l'auteur, parce que les 200 premières pages de ce tome 1, donc de ce tome 1 qui fait 640 pages, et ben les 200 premières pages, c'est genre une intro énorme à l'univers qui fait que vous n'allez absolument rien comprendre à ce qu'il vous raconte, parce qu'en plus, il utilise des mots que vous ne connaissez pas, et petit à petit, dans le récit, il vous lâche un ou deux mots avec une définition pour que vous compreniez ce qui s'est passé 300 pages plus tôt. Et c'est véridique, hein, j'ai mis la patate de petits marque-pages à chaque fois qu'il me donnait une définition d'un mot, pour pouvoir mieux m'y retrouver dans le bouquin, parce que c'était hyper complexe. Mais croyez-moi,
même si vous allez vous sentir frustré, même si vous allez pester sur ce livre, vous serez tellement récompensé à la fin de votre lecture que vous serez juste heureux d'avoir eu du courage d'aller au bout de ce livre et au bout de cette œuvre qui est vraiment incroyable et qui, je pense, va marquer l'histoire de la science-fiction. Alors il faut savoir qu'en VO, le livre n'est qu'en un seul tome, mais vu la taille du pavé en France, on a décidé de le couper en deux. Et puis aussi parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on traduit un livre de l'anglais vers le français, eh bien le livre augmente en pages. Parce que les anglophones ont beaucoup plus de mots de vocabulaire que nous, ce qui fait que parfois ils vont réussir à dire en un seul mot ce qu'on va réussir à dire en une phrase. J'ai un exemple tout bête, essayez de me dire spoiler en français. Essayez de me donner une définition de ce mot. Je pense que ça va vous prendre 3 lignes d'écriture, alors que les Anglais, ils ont juste à dire le mot spoil et on comprend de quoi est-ce qu'ils parlent. Donc c'est pour ça que Anathème est un pavé énorme et qu'il sort en 2 tomes chez nous. Et tout ce que je peux vous dire, c'est faites confiance à l'auteur, faites confiance à Stephenson, plongez-vous dans ce livre et vous allez en ressortir grandi. Parce qu'il faut savoir que moi, la science-fiction, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Je n'ai lu que Fondation parce qu'on en a beaucoup parlé et parce que c'est vraiment un monument de la science-fiction que je pense tout le monde devrait lire. Bon, j'ai lu que les 2 premiers tomes sur les 5 tomes, mais c'est déjà ça. Et je suis persuadé que Anathème va marquer notre culture, va marquer l'histoire de la science-fiction comme Fondation de Asimov a pu le faire. Je vous le dis, ce que j'ai dans la main là, c'est vraiment un monument, une œuvre dont je me souviendrai, je pense, toute ma vie, et que je relirai certainement plusieurs fois dans ma vie, et qui va avoir un impact, je pense, très important sur ma manière de penser et d'entrevoir le monde qui m'entoure. Parce que plus qu'une quête de vérité et de qui je suis et de qu'est-ce qu'est vraiment le monde, dans Anathème, Erasmus, il va être confronté à plein de théories philosophiques, mathématiques, qui sont vraiment très très importantes d'un point de vue humaniste, parce que voilà, c'est des études qui vont faire que pourquoi est-ce qu'on se sent ou pas à notre place dans le monde, pourquoi est-ce qu'on agit de telle manière, pourquoi est-ce qu'on réfléchit de telle manière, pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de tout savoir dans le monde. Et vraiment cette quête de vérité et d'humanité, c'est un truc qui m'a beaucoup touché et qui m'a rendu accro à ce livre. Et de 200 pages d'introduction fastidieuse, on est passé à un page-turner incroyable qui m'a tenu en haleine jusqu'à la fin du tome 1. Et d'ailleurs, j'ai même pas la moitié des réponses à mes questions et c'est pour ça que j'ai trop hâte de découvrir ce second tome. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille, qui va vous faire grandir, qui va vous ouvrir les yeux, je pense, sur plein de choses dans le monde, qui va vous donner à réfléchir. Et il y a plein de fois où j'ai posé le livre en me disant « Putain, c'est incroyable ce que je suis en train de lire ». Et je me perdais dans mes pensées comme ça pendant 10 minutes à réfléchir sur des concepts philosophiques auxquels Erasmus se trouve confronté. Et à me dire, bah, qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place. C'est marrant, il y a plein de fois où on se dit qu'on pense pas de la même manière que lui, mais on comprend sa manière de réagir. Enfin bref, j'ai l'impression de parler pour ne rien dire depuis 3 minutes, juste vraiment pour vous dire que c'est un livre qui a eu un impact fort sur moi. C'est une lecture vraiment incroyable, j'ai juste hâte de découvrir le second tome. Et je vous conseille vraiment de découvrir ce livre. Ne vous découragez pas si vous vous mettez dans le tome 1 et qu'au bout de 150 pages, bah, vous vous dites oh, mais je comprends rien, c'est hyper complexe, pourquoi est-ce qu'il nous a dit que c'était bien, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien qui se passe. Juste faites-moi confiance, c'est normal. C'est un univers dense et complexe. Et Neal Stephenson prend son temps pour le mettre en place. Et il prend aussi son temps pour vous perdre, pour mieux vous retrouver plus tard dans le récit. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Anathème, parce que j'ai envie de vous en dire beaucoup plus, mais je ne peux pas, parce que je pense que je vais vous perdre, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, et là j'ai juste envie de vous motiver et de vous donner envie de découvrir cette œuvre, malgré sa complexité, parce qu'elle vaut vraiment le coup d'être lu. Je vous avoue, je suis plutôt content parce que j'avais filmé plus d'une demi-heure de vidéo un peu plus tôt dans la journée et je détestais toutes les choses que j'avais dites parce que je trouvais que c'était mal construit et qu'on ne comprenait rien à ma vidéo. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir fait un truc un peu plus carré quand même. Tout ça pour dire que là, je vous ai fait une vidéo sur le tome 1 et je pense qu'une fois que j'aurai vu le second tome, ma vision du livre aura très certainement encore changé et je serai dans un état d'esprit, je pense, différent parce que je sais d'avance que dans le tome 2, on va apprendre des choses qui vont me retourner la tête, qui vont certainement remettre en question tout ce que je pensais savoir dans le tome 1. J'ai qu'une seule hâte, c'est de le lire et de vous en reparler. Je vous ferai une vidéo donc sur ce tome 2 dans un mois ou deux, je pense, le temps que je le lise et que je le digère un peu. D'ici là, je vous conseille vraiment de découvrir ce premier tome. Il en vaut vraiment le coup, et même si vous avez jamais lu de science-fiction de votre vie,
je vous conseille de vous y mettre, et vous pouvez très bien vous y mettre avec ce livre, parce que bien qu'il soit exigeant, vous ressortirez pas de votre lecture indemne, et je pense que, comme moi, vous en ressortirez grandi, et vous en ressortirez content d'avoir appris plein de choses. Je finirai cette vidéo en disant merci aux éditions Albin Michel, qui m'ont envoyé les 2 tomes, parce que je pense que de moi-même, j'aurais peut-être pas franchi le pas de les acheter parce que n'étant pas familier de la science-fiction, je pense que j'aurais eu peur de me lancer dans un monument pareil. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout et je pense que je tiens vraiment dans mes mains un livre qui va me marquer et auquel je vais penser très souvent. Et puis aussi, on va pas se mentir, l'édition elle est juste magnifique parce que vous avez quand même le tome 1 et le tome 2. Voilà, qui ne font qu'un seul visuel quand on les met côte à côte. Ça va faire super joli dans ma bibliothèque. Je ne suis que joie. Bon, j'espère que cette review, elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que vous avez envie de découvrir le monde de Arbre. J'espère que vous avez envie de suivre Erasmus dans ses aventures. Et je vous conseille vraiment de vous lancer. Ça va être compliqué. Vous allez pester, vous allez m'en vouloir. Mais à la fin, vous serez tellement content d'avoir vécu ce voyage et vécu cette œuvre que vous me remercierez. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis tout ce qui va avec. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, bonne lecture. Ciao.